Seven Mesh chez Parley présente Radio Bidon, une production du studio Balado La Flèche. Bonjour, ici David Desjardins. Bienvenue au 3e épisode de cette série prospective en prévision du Tour de France 2020. On sait même pas, en fait, si on va se rendre jusqu'à la fin de ce Tour de France-là, mais bon, on l'espère. Et puis, on voulait analyser avec des experts, nos analystes, des gens qui viennent nous rendre visite souvent à l'émission. Ce tour-là, on l'a séparé en 3 tranches. La première a été analysée par Simon Drouin de la Presse, la deuxième par Audrey Lemieux. Et maintenant, on jette un œil à la dernière semaine, aux 7 dernières étapes sur 21 de ce Tour de France 2020. Une semaine vraiment particulière, difficile, intense au terme d'un tour où ça grimpe presque sans arrêt. Et c'est François Parisien qui en parle avec nous. Salut François Parisien. Salut, comment ça va? Ah, bien. Écoute, on a hâte que le tour commence. On est quasiment surpris que ça ait lieu. Surpris que ça commence comme un peu tout le monde, mais tu sais, faut garder en tête que ça n'a jamais été essayé. On est dans un nouveau terrain, fait que il y a des chances quand même assez fortes là, que tout soit annulé. Ça va être vraiment étape par étape, semaine par semaine. Fait qu'on va se croiser les doigts qu'on ait un beau spectacle quand même. On va faire comme si ça allait avoir lieu, comme si de rien n'était. Puis on regarde on regarde cette 3e semaine-là ensemble, toi et moi. On a regardé la précédente avec Audrey Lemieux, la première avec Simon Drouin. Nous, on passe en revue les étapes 15 à 21. Je disais avec les deux autres que c'est un tour très, très différent, assez différent que des tours normaux, on va dire. Mais la 3e semaine, on est en terrain familier, j'ai l'impression. Là. Beaucoup d'étapes de montagne, mais on n'attend pas à la fin de semaine. Ça commence, donc ça y va presque non-stop là, pendant les 7 derniers jours du tour. Y a-tu des étapes là-dedans? Puis je regardais les profils, puis tout ça, puis je me disais, tu sais, je demandais aux autres collaborateurs d'identifier des étapes peut-être plus excitantes ou plus à surveiller. Là, j'ai comme l'impression que la dernière semaine, on n'aura pas le choix de rester devant notre écran. Là. Ouais, en fait, la dernière semaine est à l'image du reste du tour, puis je pense que c'était vraiment la vocation de ce tour-ci, c'était de vraiment donner les meilleures chances possibles aux coureurs français avec le moins de contre-la-montre possible. Il n'y a pas de contre-la-montre par équipe pour venir avantager toutes les équipes de la même façon. On se rappelle que Ineos et Jumbo-Visma, ils dominent souvent les contre-la-montre par équipe, donc ils prennent beaucoup de temps. Donc, on a éliminé tout ça. Et puis, on a designé un Tour de France très montagneux. La dernière semaine, c'est la dernière semaine la plus montagneuse. En 4 étapes, on aura 6 cols de première catégorie et 4 cols hors catégorie. Puis, il y a même un col de première catégorie pendant le contre-la-montre, une arrivée au sommet, donc à la planche des Belles-Filles, pour culminer le tout avant le Saint Graal du sprint sur les Champs-Élysées. Donc, je m'attends vraiment à avoir une grosse semaine de course avec des échappées qui vont partir tôt, des classements généraux qui devraient bouger avec des écarts qui vont se mesurer, pas en secondes entre les 1, 2, 3, 4e coureurs, mais vraiment en minutes. Je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui vont exploser, se reprendre à peu près ça dans quelques étapes un peu plus tard. Donc, on espère que ce Tour de France-là va créer beaucoup de mouvements. Puis, étant donné que les coureurs de toutes les équipes n'ont pas eu les mêmes préparations, ils n'ont pas tous ils n'ont pas les kilomètres accumulés en course de tout le début de saison. Donc, ça va faire en sorte qu'on pourrait voir certains coureurs avoir des défaillances par un manque de préparation. Donc, tout le peloton va être beaucoup plus vert, moins préparé à ce Tour de France. Ça, c'est le Tour de France des temps modernes où on aura le moins de préparation pour essayer de le gagner. Le moins de millage dans les pattes pour pas mal tout le monde. Le moins de millage de course, en tout cas, ça c'est certain, mais aussi il y a eu du confinement. Simon Drouin a une théorie sur les Colombiens qui ont plus roulé, qui n'étaient pas enfermés, qui ont fait beaucoup d'altitude. Là. Lui, c'est pour ça qu'il favorise. C'est sa théorie colombienne qui va favoriser ces coureurs-là. Je sais pas si ça va s'avérer. Là.
Ça n'a pas nécessairement été totalement le cas dans le Critérium du Dauphiné, mais comme on dit toujours, le Critérium du Dauphiné, ça veut rien dire. On ne sait jamais si c'est un spectacle ou si c'est vraiment une course, puis les gens ne sont pas là pour les mêmes raisons. Moi, je suis d'accord avec lui, en fait. Ouais. C'est un très bon point parce que, dans le fond, il y a des coureurs qui sont arrivés, je pense à Primož Roglič. En fait, l'entité Jumbo-Visma, dès le début de l'année, ont performé extrêmement fort. Hein. C'est vraiment l'équipe qui a pris le premier plan. Si Quick-Step dominait l'année passée, vraiment, Jumbo-Visma, cette année, ils sont partout. Donc, est-ce qu'ils se sont préparés trop tôt? Moi, je pense que Egan Bernal, lui, peut-être eu un peu de difficulté dans le Dauphiné, mais je pense vraiment qu'il y a un bon fond, puis il est avec une très grosse équipe qui prévoit d'avance chacun des coups qu'ils vont faire. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. Puis, j'abonde dans le même sens que Simon Drouin. Je pense vraiment que les Colombiens vont vraiment bien performer. Puis, en plus de ça, ils vont être vraiment inspirés sur un Tour de France extrêmement montagneux, là. Puis, est-ce que, tu disais que c'était un col, pas un col, mais un tour qui était destiné pour les Français. On a vu comme une espèce de petite alliance française se former là, à la fin du Critérium du Dauphiné, entre autres pour aider là, Thibaut Pinot là, à revenir. Est-ce que, penses-tu que ça se peut, ça, que finalement, c'est un peu des relents du Tour de l'ancien temps quand ça se courait par équipe nationale, là, mais... Que finalement, à un moment donné, mettons, Alaphilippe et puis là pour la gagne, il a gagné ses étapes, etc., qu'il y ait des alliances qui se forment par en arrière pour justement aider un coureur français à gagner ce tour-là. Ouais, c'est sûr et certain, quand on va arriver dans la dernière moitié de course, surtout dans la dernière semaine, s'il y a un Français qui démontre clairement qu'il est plus fort que les autres, on peut vraiment s'attendre à ce qu'il y ait un coup de main de ses compatriotes français. Je pense qu'ils vont tous s'unir. C'est sûr qu'ils devront le faire selon certains concours de circonstances, hein, parce qu'on peut pas aider un coéquipier puis faire une espèce de mafia là, puis faire des ententes pour que on essaie de se protéger, de s'aider de façon vraiment ouverte. Là, ça c'est illégal. On n'a pas le droit de ouvertement aider quelqu'un dans une autre équipe, un autre coéquipier, même si on est de la même nationalité. Par contre, on peut vraiment s'attendre à avoir des alliances de circonstances, puis des petits coups de pouce ici et là pour venir, par exemple, rouler en plaine si, par exemple, Thibaut Pinot est isolé. Parce que, pour ce qui est du classement général, moi, mon premier choix, c'est Primož Roglič, parce que, c'est lui qui domine jusqu'à maintenant, puis il a démontré jusqu'au Dauphiné libéré qu'il était capable de réagir aux attaques des grands grimpeurs comme Bernal quand même assez aisément. Mais en arrière-plan, pour le top 5, là, moi, mais quand même, mon top 3, c'est Roglič, Bernal, Quintana, de par son expérience, puis parce qu'il est colombien. Mm-hmm. Mais par contre, pour la 4e, 5e, 6e place, oh mon Dieu, ça va être très, très dur. Puis on a un paquet de Français, là, Alaphilippe, Bardet, Barguil, Pinot. Pinot étant, selon moi, avec Alaphilippe, ceux qui ont les meilleures chances de se glisser dans le top 5. Donc, ça va être intéressant. Puis, à noter, oubliez pas que ces gars-là, les Français, s'ils réussissent pas à monter sur le podium du Tour de France, ils seront assurément très, très motivés à courir pour le maillot à poids. Je pense que c'est l'édition du Tour de France où on aura le plus de Français capables de gagner le maillot à poids. Je veux dire, Barguil l'a déjà gagné. Bardet, il veut pas vraiment y aller pour le général. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il cache vraiment ses intentions? Une chose est certaine, il peut gagner le maillot à poids. Alaphilippe, moi, je pense qu'il va essayer de gagner le maillot à poids et le maillot vert. Il va essayer de faire double jeu. Puis Thibaut Pinot, lui, il va viser le général. Mais le problème avec Thibaut Pinot, c'est que je l'aime vraiment bien comme coureur. C'est vraiment une bonne personne. Mais on a vu par le passé que lorsque ça marchait pas à 100%, lorsque les conditions étaient pas à 100% réunies, mentalement, souvent, il lâche. Il se décompose. Il se décompose, ouais. Alors que tout va bien, à un moment donné, il y a une petite période de
de tremblement où il se sent pas très bien, puis là, boum, tout s'effondre, puis il tire la plug, puis c'est fini tout d'un coup. Donc, il l'a fait à plusieurs reprises. Il l'a fait quand il avait peur dans les descentes. Il l'a fait parce qu'il y avait trop de pression sur le Tour de France. Il a boudé le Tour pendant quelques années. Puis après ça, il y a eu quelques chutes. Oui, peut-être il s'est fait mal, mais bon, on est loin quand même des coureurs qui finissaient le Tour avec une clavicule cassée. Lui, il a un hématome sur une jambe et puis il prend 10 minutes de retard et abandonne le Tour. Je veux dire, c'est vraiment mental, je pense. Il a démontré que c'était pas vraiment... il avait la difficulté à, comme on dit, à ramener ça à la maison. Une fois qu'il a bien joué ses cartes, des fois il s'effondre. Donc on va essayer, on va espérer que Thibaut Pinot ait pas de malchance puis que tout reste positif dans sa tête pour ce Tour de France-là. Ben oui, on l'aime beaucoup. Ça devrait être le meilleur Français. Ah ouais, moi je l'aime beaucoup. J'aimerais ça qu'il gagne, en fait. C'est ce que j'ai dit dans les deux précédents épisodes à nos deux autres collaborateurs. J'ai dit là, moi Thibaut Pinot, je l'aime, j'aime comment il court, je le trouve assez sympathique aussi, même si j'aimerais ça qu'il se décompose pas comme il le fait justement. Mais bon. Ton maillot vert à Paris, as-tu un autre choix que Peter Sagan ou on passe au suivant? En fait, Peter Sagan, c'est sûr que c'est mon préféré. C'est lui qui a le plus d'expérience. Puis bon, on s'attend à ce que l'équipe quand même joue le rôle pour essayer d'aller chercher le maillot vert. Mais Wout van Aert, ça va être quand même une très bonne... ça va être dur à battre. Je pense que dans les sprints vraiment purs, Peter Sagan va être capable d'aller chercher plus de points que Wout van Aert. Mais je suis persuadé qu'il va essayer de suivre Sagan puis il va essayer de le sauter à la ligne. Il va probablement essayer de se glisser dans des échappées. C'est vraiment, selon moi, la personne qui risque d'être le plus près de Peter Sagan pour le maillot vert. OK. À moins qu'on lui demande de faire d'autres choses dans l'équipe. Il est en forme, il y aura un rôle à jouer, mais tu sais, il a gagné Strade Bianche, il a gagné Milan-San Remo, il a gagné la première étape du Dauphiné libéré et le maillot vert. Il vient de gagner le contre-la-montre individuel champion national en Belgique. Il est vraiment en forme, il est motivé, puis j'ai vraiment hâte de voir s'il est capable de rivaliser contre le plus grand des grands, Peter Sagan. Il y a très peu d'étapes qui prêtent à des sprints massifs. On t'évoquait justement ces sprints de groupe-là tantôt, disant que Sagan, c'est sa force. Hein? Sagan, il passe les bosses, il va chercher des points intermédiaires, puis il est là aussi dans le groupe final. Donc, il gagne pas nécessairement le sprint, mais il est là dans les 5 premiers, puis il ramasse des points. Qui va dominer ça, ces sprints massifs-là? Les quelques sprints? J'ai quasiment envie de dire s'il y en a, là, parce que tu sais, il y a quelques étapes, là, comme la 10e, là, où c'est assez plat. Dans la première semaine, il y en a une, peut-être deux, où ça peut se produire, mais ils sont très, très rares. Tout le monde favorise Caleb Ewan. T'es-tu dans quelle équipe Caleb Ewan? Pour les sprints purs, oui. Peut-être même Viviani. Quoique Viviani, maintenant, avec la Cofidis, il y aura pas de support, là. Moi, c'est la première fois que je vois un départ de Tour de France avec si peu de sprinteurs. Hein. Donc, ça va vraiment changer la donne. Il y a peu d'équipes qui ont amené des gros trains. Donc, ça devrait ouvrir un peu plus la route. Quoique, même les équipes maintenant au classement général essaient de se positionner devant. Donc, ça va être un peu bizarre. J'ai hâte de voir un peu comment ça va se dérouler, ce sprint-là. Moi, je pense que Peter Sagan, il va être là. Caleb Ewan, oui, c'est sûr, c'est le sprinter le plus complet. Hein, c'est le sprinter pur, le mieux placé pour ce Tour de France. C'est lui qui a gagné aussi les Champs-Élysées l'année dernière. Donc, il a démontré qu'il était, encore une fois, capable de performer lorsqu'il y avait beaucoup de pression. Donc, Caleb Ewan, Peter Sagan, selon moi, un des deux. Pardon? Sam Bennett? Oui. Sauf que Sam Bennett, j'ai hâte de voir comment il va passer le reste de la haute montagne. Sur la première moitié du tour, peut-être, mais après ça, faut pas oublier que ces sprinteurs-là, ils doivent passer la montagne pour réussir à sprinter lors de la dernière semaine, et notamment les Champs-Élysées. Ouais. C'est pas pour rien qu'on appelle les Champs-Élysées le Saint Graal du sprint. C'est qu'il faut passer 3 semaines de tour extrêmement difficiles pour que les sprinteurs passent la montagne
Et ça use leurs jambes. C'est très difficile. Caleb Ewan, puis Peter Sagan, je vois pas d'autres que ces deux coureurs-là pour rivaliser sur la dernière étape du Tour de France. Bon. Qu'est-ce que tu aimerais qui gagne le Tour? Au-delà, tu nous as donné ton podium tantôt de qui tu penses qui va gagner, ou en tout cas ton podium, on va dire objectif. Ton gagnant subjectif, là, qu'est-ce que c'est? Qui t'aimerait voir gagner le Tour cette année? Okay. C'est sûr que Romain Bardet court après le Tour de France depuis tellement d'années, puis a été malchanceux, a passé très près à quelques reprises, mais tu sais, il était tombé malade. Finalement, Landa finit à 1 seconde de lui lors du dernier contre-la-montre. Ça, on se rappelle que il y a eu beaucoup de problèmes quand même, donc ça serait... Bon, là, c'est sûr qu'il a ouvertement dit dans les médias qu'il va pas nécessairement directement pour le classement général. À mon avis, si ça va bien, il va se réaliser. Donc, tout d'un coup que ça va bien puis qu'il est inspiré par Thibaut Pinot, pourquoi pas? Moi, j'aimerais beaucoup le voir après toutes les années de malheur qu'il a eu, toute la pression qui s'est mise sur les épaules. Ce serait beau avoir quand même un Français gagner sur ce Tour. La première fois depuis 1985, ça serait quand même pas mal. Puis ça enlèverait de la pression aux Français en général aussi, là, ça doit commencer à devenir... je fais souvent la comparaison, mais c'est comme jouer pour le Canadien qui n'a pas gagné la Coupe depuis 93. Là. C'est... qu'est-ce que tu aimerais? Est-ce qu'il y a quelqu'un là, que tu dis, lui, là, j'espère qu'il ne gagnera pas? Là. C'est pour différentes raisons. Là, ça peut être des raisons que tu ne veux pas voir son équipe gagner. Ça peut être que tu y aimes pas à face, tu n'aimes pas son style de coureur. Ah oui, c'est Landa. Loin, Landa. Ah oui, je suis pas capable. Moi, je pense que je suis pas tout seul non plus à pas trop aimer ce coureur-là. Il a un gros ego, il parle fort, il suit pas les tactiques de course, il est peu respectueux, et puis en plus de ça, il est pas capable de gagner. Il faut se rappeler que Landa, il est toujours présent, mais sa dernière victoire date de 2017 à Burgos, c'est la Vuelta Burgos. Donc, ça fait extrêmement longtemps, et lui, il a un gros écho de lui, mais je serais vraiment déçu de le voir gagner. Moi, c'est vraiment pas un coureur que j'aime voir à l'avant. Il s'est pas beaucoup aidé dans le film de la Movistar. Je sais pas si tu l'as vu, là, qui était diffusé sur Netflix, qui est encore diffusé sur Netflix, où il se révélait. Oui, qui explique bien un peu la dynamique avec Valverde et Quintana. Là, c'est vraiment que ça donnait pas trop une bonne image. Hein? Donc, mais on s'en est séparés aussi. Hein? Oui, exact. Mais là, il est le seul vrai leader de son équipe cette fois-ci. Ça fait longtemps que ça lui est pas arrivé. Donc, ça se peut quand même. Là. Puis là, ça se pourrait que tu sois triste rendu voilà, à la fin du mois de septembre, mon cher François. Justement, moi, je pense que pour une fois il est tout le temps en train de chialer comme quoi il n'y a pas les avant-plans, il n'y a pas la marge de manœuvre. Là, cette année, il l'a. Hein? Alors, si vraiment tu en as sous les pédales, là, vas-y, puis prouve-nous qu'on avait tous tort, mais ça m'étonnerait que ça arrive. Tantôt, on parlait que toute la semaine était vraiment excitante. Tu nous l'as dit, c'était une semaine à l'image de ce tour-là, une semaine vraiment, donc avec beaucoup de grimpes. Ça commence très, très explosif, le tour. Ça finit très, très difficile. Y a-tu une journée, là, tu te dis, OK, cette journée-là, là, à part le TT de la planche des belles filles, c'est quand même... Ça va être le TT le plus intéressant depuis un bout de temps, je pense, là, parce que ça monte, ça va être différent. On va vouloir voir, il change-tu de vélo en bas de la côte, ce genre de choses-là, avec toutes sortes de psychodrames que ça amène. Mais y a-tu une ou deux journées là, que tu te dis, OK, celle-là, là, installez-vous devant vos TV, vos ordi, peu importe comment vous regardez ça, là, puis manquez pas ça. Oui, ça c'est sûr. Si je peux me permettre, moi, la première étape que je vais vraiment mettre un X sur mon calendrier, c'est l'étape numéro 4. C'est pas compliqué, c'est la première arrivée au sommet. Mm-hmm. Donc ça, c'est sûr et certain, il ne faut pas la manquer. Mais pour ce qui est de la dernière semaine, des étapes 15 à 21, c'est sûr que moi, je ne manque pas l'étape 18. Premièrement, on est à la fin du tour. Les gars vont être... on va connaître tout le drama des 3 dernières semaines qui va être vraiment présent sur cette dernière semaine de tour-là. Va culminer, je pense, avec l'étape 18. Ça va attaquer dès le départ, non seulement pour que l'échappée essaie de gagner, mais les leaders n'auront pas le choix de suivre. Le premier grand col, il est énorme. Ça fait 18,6 km. Puis, c'est le col du Roseland, première catégorie. Il y a un autre col de première catégorie, le col de Aravis, qui est très difficile. Puis, en plus,
on a un autre col de hors catégorie plus loin. Ouais. Donc, puis entre les deux cols de première catégorie, tu as un deuxième catégorie aussi qui est là. Donc, ça arrête pas beaucoup. C'est 175 km qui va faire mal au tendon. Moi, c'est comme ça que je la définis, cette étape-là. Moi, j'ai eu mal aux genoux toute ma carrière. Donc, quand je regarde le tour cette année, le seul mot qui me vient en tête, c'est le mot tendinite. Donc, c'est vraiment un tour vraiment éprouvant pour les coureurs physiquement. L'étape 18 à ne pas manquer. Puis, bien entendu, le contre-la-montre. C'est le seul contre-la-montre, mais pour les grimpeurs, là, 36 km, c'est long, 36 km. Ouais. Puis, si tu roules, c'est quand même assez plat avant la planche des belles filles. Ouais. Donc, il faudra que les grimpeurs roulent le plus vite possible sur le plat. Mais la dernière bosse, là, si on saute à 5 km, là, on va pas perdre des secondes, hein, on va perdre des minutes. Donc, vraiment, là, le classement général aura l'opportunité de drastiquement changer lors de la 20e étape. Donc, c'est sûr et certain que l'étape 4, l'étape 18 et le dernier contre-la-montre à l'étape 20, c'est vraiment les trois étapes qui, pour moi, sont à ne pas manquer. Pour terminer, François, on a le nouveau Paris bidon, donc parce que on est dans une époque bien étrange, puis bon, on fait des jokes avec ça, même si c'est pas drôle, là, mais faut bien s'amuser quand même. Puis on se demandait dans quelle équipe va être le premier cas COVID cette année pendant le Tour de France. Est-ce que t'as parié, t'as un pari à faire là-dessus? Si t'avais un vieux 2 à mettre là-dessus, là? Ah, moi, je trouve ça drôle. Je pense que la première équipe qui va avoir des cas de la COVID-19, ce sera le staff de l'assaut. Ça sera pas vraiment ça sera pas une équipe de vélo. Ça va être le staff de l'organisation, tout simplement parce que imaginez les démonteurs et les monteurs de village qui sont exposés dans la population, dans les villes. Tu sais, les équipes là sur le Tour de France, ils ont eu la consigne là. 2 tests de la COVID et on est sorti du Tour de France. Donc c'est sûr et certain qu'ils vont faire tout pour essayer de contrôler. À la limite, on se demande même s'ils vont essayer de cacher certains cas pour pouvoir rester dans le Tour. Mais les équipes vont être quand même dans leur petite bulle, dans leur hôtel, à eux. Il n'y aura pas autant de VIP que dans le passé. Il n'y aura pas autant de séances de photos, des choses comme ça, là, ouais, avec des exactement, fans. Alors que le staff de l'assaut, la machine du Tour de France, qui monte et démonte pendant des nuits entières dans les villes, les villages, étapes, des départs et arrivées, eux vont vraiment plus être exposés à la population. Faut pas oublier que que la France en ce moment, ils ont une resurgence de cas à près de 5000 cas par jour, entre 4000 et 5000 cas par jour. Donc, ça va être vraiment très difficile pour l'organisation d'essayer de garder la COVID à l'extérieur de la bulle du Tour de France. Hey, merci François Parisien. C'est le fun parce que quand j'ai tout le temps l'impression que tu nous arrives avec des trucs, comme on dit en chinois, en dehors de la boîte un peu, là, donc vraiment là, de champ gauche, tu nous arrives avec des réponses marrantes comme ça. On aime tout le temps ça t'avoir à l'émission. Écoute, merci beaucoup. On te souhaite un bon tour. Tu vas suivre ça très, très attentivement, plus ou moins attentivement. Oui, je vais suivre ça attentivement. Je te dirais que depuis le début de l'année, j'ai pas trop suivi. Je suis quand même je te dirais que ça me fait quand même un peu de la peine qu'on ait perdu les images du Tour de France à RDS. Moi puis Sébastien Boucher, on y tenait à cœur et puis bon, ça nous fait quand même de la peine de voir qu'on a perdu tout ça. Donc on espère qu'un jour ça va revenir. Par contre, bon, je suis vraiment content d'apprendre que Randy Ferguson et Audrey Lemieux vont prendre le relais à Flow Sport. Donc, j'encourage les gens à aller s'inscrire sur Flow Sport pour encourager Randy Ferguson et Audrey Lemieux dans un super travail. Ils vont faire un super travail, j'en suis persuadé. Puis en même temps, c'est sûr et certain que moi, je vais les écouter parce que ça m'intéresse de voir comment ils vont reprendre la main pour nous diriger sur ce Tour de France. Puis en même temps, j'ai hâte de voir Hugo Hull. Oui, c'est vrai. Hugo Hull, il a la chance de démontrer
de la constance. Et s'il réussit à ne pas trop avoir de... Bon, c'est sûr qu'il peut avoir des bris mécaniques, des chutes, des choses hors de contrôle, mais s'il passe à travers ce Tour de France-là de la même façon qu'il l'avait fait, il va démontrer une grande constance et là, il va vraiment mettre le pied dans la cour des grands, selon moi. Il est déjà dans la cour des grands, il démontre qu'il est sur l'équipe A de l'équipe Astana, mais là, s'il démontre en plus de ça de la constance, là, il va catapulter sa carrière. Donc, je lui souhaite bonne chance, Hugo Hull. Oh, il deviendrait un équipier de grande valeur à ce moment-là. Puis, équipier de luxe, oui. Ouais. C'est ça, un pilier sur qui on pourrait se reposer, peu importe les circonstances. Cette année, c'est vraiment une année où c'est l'opportunité parfaite pour les coureurs de démontrer qu'ils sont là quand c'est le temps. Ce sera une édition difficile dans des conditions qui sont vraiment pas idéales, avec une préparation qui n'est pas idéale. Et si on est capable de démontrer comme coureur qu'on est capable de s'adapter, de faire fi de toute l'adversité, là, ça démontre qu'on est un coureur sur lequel on peut se poser un pilier, donc pour venir supporter le reste de notre équipe. Plein d'inconnus, plein d'excitation pour ce Tour de France-là, plein de choses à suivre. Ça va vraiment être un tour atypique sur tous les plans. Donc, merci beaucoup. On va suivre ça avec attention, François. Puis on se reparle à la fin du tour, si tu veux bien, pour... on fait le tour, on va justement faire le tour du tour, regarder un peu comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, est-ce que ça a ressemblé. On reverra nos prédictions ensemble, puis on verra où est-ce qu'on s'est trompé. Exact. J'espère bien qu'on va se reparler bientôt. Merci beaucoup, François. Salut. Salut. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Simon Drouin, Audrey Lemieux et François Parisien de se prêter au jeu des prédictions et d'analyser pour nous ce parcours. Merci à Gabriel Bourdage qui est en charge du montage aussi. Je m'appelle David Desjardins. Je vous souhaite un excellent Tour de France et puis je vous invite à venir en discuter avec nous tout au long sur les réseaux sociaux, principalement Twitter où nous sommes le plus actifs. Je vous rappelle que Radio Bidon est une présentation de Seven Mesh et Parley, produit par le studio Balado de l'agence La Flèche. Merci et à la prochaine.